Justement, on va essayer de comprendre la position du Sénat dans notre premier débat. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Isabelle Lévy. Bonjour, vous êtes militante du collectif du Pays Pertois. C'est en Seine-et-Marne, vous vous opposez à l'exploration du pétrole de schiste. Merci d'être avec nous. Francis Duzeux est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes le président de l'Union française des industries pétrolières. Également avec nous Bernard Jomier. Bonjour, vous êtes sénateur socialiste de Paris, membre de la Commission des affaires sociales, mais aussi de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Merci d'être avec nous. Et Sébastien Meurant est également avec nous sur ce plateau. Bonjour, sénateur Les Républicains du Val d'Oise. Vous êtes commissaire de la Commission des finances ici au Sénat. Première question pour vous, puisqu'on a entendu la réaction à l'instant de Nicolas Hulot qui déplore la position de la droite sénatoriale. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, en rejetant ce texte, d'apparaître un peu à contre-courant aujourd'hui? On a entendu dans le combat qui est mené contre cette bataille climatique. Non, pas du tout. Pas du tout. Il suffit de passer la question à M. Hulot. Comment fait-il pour se déplacer? Comment fait-il pour chauffer sa maison? Aujourd'hui, on ne peut pas faire de politique en dehors des réalités. Donc loin de là d'être en dehors du jeu, je pense qu'on peut faire de la politique en fonction de l'existant, du futur, et qu'il faut parier sur la science, sur l'intelligence humaine, pour faire mieux, pour moins consommer, pour moins polluer. Et il faut arrêter de donner des leçons. Les experts se sont trompés et n'arrêtent pas de se tromper. Donc aujourd'hui, en France, on a un déficit commercial de 60 milliards d'euros qui est composé à peu près aux trois quarts des énergies. On a besoin d'énergie pour chauffer, on a besoin d'énergie pour se déplacer, et on a besoin d'énergie pour produire. Donc aujourd'hui, on va être vertueux alors que les autres ne vont pas l'être. Et ça me paraît complètement incohérent. On ne peut pas se débarrasser des énergies fossiles aujourd'hui? Il n'y a pas d'alternative? Le nucléaire? Posez la question. Moi, je ne veux pas retourner à l'âge des cavernes. Et je ne pense pas que les Français non plus. Il faut leur expliquer qu'il n'y a pas d'énergie propre. L'hydrogène, le solaire, tout ça, c'est bien joli. On voit que le plus gros pollueur aujourd'hui, c'est l'Allemagne, en Europe. Donc parce que, évidemment, ils sont au charbon, parce que les énergies renouvelables ne sont pas encore en capacité de fournir la demande nécessaire. Donc on est en train de se priver d'atouts. Lorsqu'on a entendu parler de découvertes en Guyane de pétrole, c'est une bonne chose. En France, on va... Tous les dérogations du Sénat. On va faire agir les autres invités. Sébastien Meurant, Bernard Jomier, comment réagissez-vous à ces propos? À ceux de Nicolas Hulot, plutôt positivement. Et à ceux de mon collègue. Malheureusement, la majorité sénatoriale, elle a fait un choix qui est un mauvais choix pour l'avenir. Je veux dire, Nicolas Hulot a raison de dire que le respect de nos engagements climatiques nécessite d'arrêter les énergies fossiles. Pas en 2017. La loi, elle porte sur 2040. D'ailleurs, certains disent que c'est déjà bien lointain. Mais en tout cas, il faut aller résolument dans cette transition énergétique dont les principes ont été posés par la loi de 2015. Et ça nécessite deux axes principaux. Un, de sortir des énergies fossiles. Et deux, de développer très fortement les énergies renouvelables. Ce qui nécessite, par ricochet d'ailleurs, de réduire aussi la part du nucléaire. Parce que, on l'a bien vu, on ne peut pas investir dans tout à la fois. Et investir, ce sont des choix. Et c'est faire la leçon à personne que de dire simplement que d'abord les données scientifiques, elles existent. Et il ne faut pas les nier, elles sont réelles. Et deuxièmement, que les choix, c'est les choix d'investissement. Et l'investissement pour l'avenir, c'est dans les énergies renouvelables. Francis Duzeux, est-ce qu'on peut aujourd'hui désintoxiquer la France de ses ressources fossiles et avancer vers une certaine neutralité carbone? Ça, ce sont les objectifs justement de Nicolas Hulot. Je crois que ce sera difficile, il faudra beaucoup de temps, mais je crois que surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il faut être pragmatique. La vérité, c'est que le pétrole concerne 46% de l'énergie finale consommée dans ce pays. Ça fait à peu près 60 millions de tonnes par an. Bon, je suis persuadé moi-même que les consommations baisseront. L'efficacité énergétique, les moteurs consomment moins, les ingénieurs, et ça va dans le bon sens pour le climat. Mais ceci dit, quand on pense pétrole, on pense carburant automobile et pollution éventuelle, particules, CO2, etc. Mais il y a bien d'autres utilisations au pétrole qu'on ignore complètement. Par exemple, le plus important, c'est la chimie. 15% du pétrole utilisé sur cette planète, c'est l'alimentation de la chimie. Les lubrifiants pour les moteurs électriques, on va les fabriquer comment? Les bitumes pour fabriquer des routes, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, je dis, soyons un tout petit peu pragmatiques, parce que même si la consommation baisse, on aura besoin de pétrole encore très longtemps. C'est un pétrole qu'on importe, puisque la production... Alors voilà, la production est faible, mais...
Moi, j'aime pas quand j'entends un ministre d'État dire je suis dans le symbole, il faut que la France donne l'exemple. Vous croyez sincèrement que la France va influencer la politique de production de pétrole aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, en Russie? Je crois qu'on se fait des illusions, ça n'arrivera pas. Ceci dit, je reconnais qu'il y a un enjeu climatique, mais il y a plein de façons de le faire. Et de toute façon, on ne va pas se débarrasser de pétrole. Il faudra plus de 50 ans. Isabelle Lévy, vous qui vous battez justement contre cette exploration du pétrole et du gaz de schiste, comment réagissez-vous à ce qui vient d'être dit sur ce plateau? Je suis un peu effarée, pour être tout à fait honnête. Je suis effarée d'entendre dire, puisque c'est comme ça, il faut que ça continue. Je pense que si on avait dit la même chose il y a 100 ans à propos de l'arrivée des moteurs et la suppression des chevaux, par exemple, je sais pas, je suis effarée. Je suis effarée d'entendre Monsieur le sénateur dire, faire la promotion du pétrole comme il le fait. Je comprends pas. Les mots me manquent. Déjà, il faut quand même dire les choses comme elles sont. La production en France, ça représente 1% de la consommation. Donc, quand vous dites bien dommage, mais venez vivre en Seine-et-Marne, monsieur. Venez vivre en Seine-et-Marne. Venez vivre à Jouarre. Le pétrole que vous importez, il n'est pas polluant peut-être. Non, mais monsieur, le problème n'est pas là. Vous êtes en train de me dire bien dommage, bien dommage. Vous êtes aussi d'un de ceux qui regrettent qu'on n'ait pas cherché du pétrole de schiste en France? On va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain, Isabelle Lévy, quand vous dites venez vivre en Seine-et-Marne? Qu'est-ce que vous déplorez? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ce que je veux dire, c'est que la Seine-et-Marne est un des endroits où il y a eu, dans les années 60, la production de pétrole. D'accord? On a eu 2000 puits. Sur ces 2000 puits, il y en a eu 800 qui ont été productifs. Ils sont déclinants. Pour l'instant, Vermillon racle les fonds de tiroir, très bien, et arrive à produire, bon an, mal an, un petit peu moins de 1% de la consommation nationale. Très bien. Il y a eu des gens qui ont eu des idées de génie il y a une dizaine d'années en se disant on va aller récupérer sur les 1200 puits qui s'étaient avérés non productifs mais pour lesquels on avait des traces d'hydrocarbures non récupérables parce que enchâssés dans les marnes et donc ce qu'on appelle le pétrole de schiste, on va aller faire exploser tout ça, on va aller faire de la fracturation, on va pouvoir récupérer. Récupérer quoi? 2%? 3%? Vous pensez vraiment que c'est 2%, que c'est 3%, que ce 1% de consommation actuelle, il n'est pas gérable autrement? Est-ce que vous pensez, et là aussi, monsieur, quand vous représentez, je comprends très bien, vous représentez les industries pétrolières, vous ne pouvez pas avoir un discours différent, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il faille penser le remplacement chou pour chou des hydrocarbures par autre chose? Sûrement pas. Ce que moi j'ai envie de faire, c'est d'inventer un nouveau modèle sociétal où effectivement, j'ai pas envie de remplacer une voiture à Vous y moteur croyez, thermique. Sébastien Meurant, à la possibilité de l'émergence d'un nouveau modèle justement de société? Oui, mais ça s'accompagne tout ça. Si on commence pas maintenant, on commencera jamais. Mais c'est pas des décisions, effectivement, comme disait monsieur, mon voisin de gauche. C'est pas, on n'a pas raison contre tout le monde. Aujourd'hui, qui est-ce qui est venu? Vous êtes venu comment, madame? Vous êtes venu à pied, à vélo, à cheval? Bon, oui, bien en train, c'est en train, donc le nucléaire. Donc j'imagine que vous êtes aussi contre le nucléaire. En fait, il faut s'intéresser à l'énergie. Aujourd'hui, c'est l'hiver. Les Français ont besoin de se chauffer, ont besoin de se déplacer. Notre industrie a besoin de fonctionner. Et ce qu'il faut, c'est effectivement réfléchir, croire en la science, croire au progrès. C'est pas en décision de manière les idéologues, on arrête de produire, on arrête de réfléchir. Et moi, si on trouvait en Guyane, par exemple, des pétroles énormes, alors je ne parle pas de fracturation hydraulique, puisque c'est interdit par une loi de 2011, je parle de recherche conventionnelle, et ça serait une très bonne chose. Et si on trouvait en France un puits de pétrole énorme, ça serait une bonne chose. L'Angleterre, dans les années 80, a été sauvée par le pétrole de la mer d'Ouder. On trouverait aujourd'hui des mines d'or, je ne sais pas où, et que ça nous permettrait de faire travailler des gens. Parce que les gens ont besoin de travailler, ont besoin d'investir justement pour inventer le modèle du futur, ont besoin de réfléchir, on a besoin de scientifiques, on a besoin d'entreprises. On est en train d'assassiner nos entreprises qui sont les leaders énergéticiens au monde. Et à côté de ça, il y a toujours ces enjeux climatiques. Sébastien Meurant, ça a été rappelé par Nicolas Hulot. On va avant de continuer ce débat, on retourne à la salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous, Saveria Rojek, à vos côtés. La rapporteure LR de ce projet de loi, la sénatrice Elisabeth Lamure. On l'écoute. Bonjour Elisabeth Lamure. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous avez déposé une motion visant à opposer une question préalable. Elle va sans aucun doute être adoptée et le texte va donc être rejeté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez déposé cette motion ?
Eh bien, nous avons passé beaucoup de temps pour préparer la première lecture au Sénat, en faisant un certain nombre de propositions en termes de dérogation. Nous avons voulu éviter d'être uniquement dans le symbole, mais au contraire avoir suffisamment de réalisme, parce que nous connaissons le terrain. Et donc, les propositions que nous avons faites, malheureusement, pour la partie vraiment hydrocarbures, c'est-à-dire la partie la plus politique, n'ont pas été retenues du tout par l'Assemblée nationale. Alors que nous avons rencontré longuement nos homologues rapporteurs de l'Assemblée nationale. Les rapports ont été d'ailleurs très courtois, mais nous n'avons pas pu aboutir à un accord, malgré pourtant nos propositions d'abandon d'un certain nombre des dérogations que nous avions posées. La droite sénatoriale, elle est critiquée pour avoir vidé de son sens ce texte. Qu'est-ce que vous répondez à cela, à cette version que vous souhaitez voir voter ? Je réponds que c'est excessif de dire que nous avons vidé le texte de son sens. Nous avons essayé d'observer un équilibre, parce que dès le début, nous avons dit notre désaccord sur le simple fait de terminer en quelque sorte les hydrocarbures en France, qui correspondent à 1% de notre consommation, alors que nous aurions voulu qu'il y ait une action sur la consommation elle-même pour la faire baisser. C'est cet équilibre-là qui n'était pas observé dans le texte. Alors, la Commission, justement, vous dénoncez un texte qui menace 1500 emplois directs, 4000 emplois indirects. Il est là le problème? C'est le problème de l'emploi? C'est entre autres le problème de l'emploi, et c'est le problème en quelque sorte du Made in France. Parce que même si c'est 1% de notre consommation, c'est en quelque sorte fabriqué en France. Ce que nous aurions surtout voulu, c'est que sur les sites en question, où est exploré le pétrole, eh bien, on puisse garder une activité industrielle. C'est ce que nous avons proposé. Et de préserver la recherche, c'est ça, beaucoup d'amendements ont été votés en ce sens, voilà, pour préserver la recherche. recherche. Nous voulions préserver la recherche. Nous avions accepté que ce soit uniquement de la recherche publique, très encadrée d'ailleurs. Donc c'est une proposition qui a été rejetée. Et nous voulions que sur les sites industriels demeure une industrie, mais pour une production non énergétique, donc qui n'émettait pas de gaz à effet de serre. Ceci aussi a été rejeté. Et que répondez-vous à ceux qui, de nouveau, disent que le Sénat a cédé au poids des lobbies ? Alors, quels lobbies, je les ignore. Nous, ce que nous avons voulu regarder, c'est la réalité du terrain, avec des industries présentes qui pouvaient se transformer. Je pense qu'il faut mettre des exigences aux industriels. Ils y seront prêts. Et en 20 ans, on avait tout à fait la possibilité de le faire. Donc, nous ne nous sommes fait influencer par personne, mais on a suivi surtout la voie du pragmatisme. Très bien. Le message est passé. Merci beaucoup, Madame Lamure, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. On continue le débat en plateau. Bernard Jomier, il y a quand même des dérogations qui ont été votées par le Sénat, qui ont été introduites lors de la première lecture. En ce qui concerne la Guyane ou l'Outre-mer, vous comprenez aussi les inquiétudes des élus ultramarins si on met fin à l'exploration des hydrocarbures d'ici à 2040 sur ces territoires ? Vous savez, les départements d'outre-mer, ils sont comme tout le monde, leur population vont prendre de plein fouet les effets du dérèglement climatique. Il ne faut pas oublier qu'on est la première génération à en percevoir les effets, et on est la seule génération qui a les décisions en main pour freiner ces effets. Donc on a une double responsabilité. À propos de pragmatisme, moi je veux dire que le vrai pragmatisme, il s'ancre dans les réalités. Le dernier rapport qui est paru dans Nature, qui est la plus prestigieuse revue scientifique internationale, dit qu'on est plutôt sur une pente de plus 4 à plus 5 degrés. Donc quand face à des évolutions pareilles, on serait incapable d'arrêter 1%, une exploitation correspondant à 1% de notre consommation, pas aujourd'hui, mais en 2040, dans 23 ans, ce qui est un délai extrêmement lointain, c'est qu'on est incapable et qu'on n'a aucune volonté de faire quoi que ce soit. Opposer l'emploi à l'environnement, c'est un vieux poncif. Parce que tout le monde sait que la transition énergétique, c'est un formidable gisement d'emploi. Les énergies renouvelables, c'est un formidable gisement d'emploi. Donc tout ça, ce sont de vieux poncifs qui révèlent une seule chose, c'est l'incapacité à penser notre nouveau modèle énergétique, qui bien sûr ne se met pas en place du jour au lendemain, et personne ne dit que ça doit être fait dès demain, mais il faut aller au plus vite. Et là, avec cette loi, honnêtement, on était déjà plus dans le symbole, mais les symboles, c'est important, que dans un acte qui allait transformer les choses. Et moi, je suis pour les symboles et je suis pour la responsabilité de la France. Juste un mot, la France, elle siège au Conseil de sécurité des Nations Unies depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais le grand défi de la communauté internationale aujourd'hui, c'est plus la guerre contre l'impérialisme soviétique,
c'est la guerre contre le réchauffement climatique. Et oui, ça fait sens que la France prenne des initiatives qui parfois sont des symboles. Et les symboles, c'est important en politique. Et que la France prenne cette initiative, et elle ne sera pas ridicule, même si ça ne modifie pas la face du monde entier. Elle aura assumé ses responsabilités internationales. Francis Duzeux, c'est vrai que le délai qui court jusqu'en 2040 laisse finalement le temps de trouver des solutions d'accompagnement à cette fin programmée des hydrocarbures. Oui, c'est certain. Il y a eu un peu de compensation et de compréhension, mais pour des raisons légales. C'est-à-dire qu'il y aurait eu tellement de plaintes officielles en justice que ça aurait coûté une fortune à l'État. Pour répondre à madame, quand elle dit « je suis venu en train », très bien, savez-vous, madame, que pour l'électricité produite à la marge, elle est produite en Allemagne avec du charbon. Donc moi je dis soyons réalistes, couvrons l'ensemble des réalités. Mais si vous êtes d'accord avec moi que la consommation de pétrole, elle baissera pour toutes les raisons que vous indiquez, pour la protection du climat, avec des normes qui sont plus sévérisées sur les automobiles, qu'est-ce que vous faites de la chimie? Qu'est-ce que vous faites des lubrifiants? Qu'est-ce que vous faites des autres utilisations du pétrole qui n'ont rien à voir avec le carburant? Et moi je vous dis, la dernière goutte de pétrole consommée dans ce pays, il faut qu'elle soit produite en France. Parce que quand elle est produite en France, on ne la transporte pas. Vous savez que c'est 3 fois plus de CO2 émis quand on va le chercher en Afrique. On va le chercher où? En Russie, en Afrique, au Moyen-Orient. Donc, la problématique, elle est simple. Est-ce qu'on aura encore besoin en 2040 ou en 2050 d'un peu de pétrole en France? Je suis prêt à vous parier une fortune que oui. Et moi, je dis de façon très pragmatique, sans remettre en cause quoi que ce soit d'autre, si ça, on l'admet tous de façon réaliste, et il y a des experts, il y a l'AIE, il y a des gens qui le disent, eh bien, la dernière goutte de pétrole consommée dans ce pays, elle doit être produite dans ce pays parce qu'elle génère des revenus, elle génère des jobs, elle réduit la facture énergétique de la France. Donc tout le reste n'a aucune importance. Est-ce que vous êtes prêt à préparer qu'on en ait besoin du moins possible? C'est ça la vraie question. Mais oui, je vous dis que oui, et on accompagne ce mouvement. Mais si vous reconnaissez... Vous n'accompagnez pas là. Si. Non, mais pas vous, mais la majorité. Mais cette loi n'aura aucun impact sur la consommation. Isabelle Lévy, on peut se passer du pétrole selon vous? Se passer du pétrole demain matin, sûrement pas. Je vis sur Terre, je vis en même temps que vous, sur la même planète et dans le même pays. Donc, il n'est pas question de dire demain matin on s'en passe. Il est simplement question de se dire à quoi il sert aujourd'hui de faire une analyse systématique de toutes les utilisations de ce pétrole et d'essayer surtout pas, et je reprends les propos que j'avais juste avant, surtout pas d'essayer de remplacer l'utilisation du pétrole par une énergie alternative renouvelable. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Ça ne sert à rien. Je veux dire qu'on va dans le mur, on le sait, tout le monde le sait. Et si on n'accompagne pas ça non plus d'une réflexion bien plus générale de à quoi sert l'énergie aujourd'hui, comment est-ce que sont faits les transports, comment sont faits les maisons, comment est-ce qu'on achemine ce qu'on mange tous les matins, est-ce que vraiment j'ai besoin de 4 emballages quand j'achète une boîte de sardines qui elle-même est déjà dans un morceau de métal et il y a un suremballage machin, puis il y a une étiquette et puis il y a... Bon, tout ça, ça consomme de l'énergie. Si on se dit qu'il y a... Alors, bien sûr, vous me direz que ça fait marcher l'emploi, ça fait marcher la croissance, mais moi, la croissance qui fait tourner le PIB, je m'en fous. C'est très clair. Parce que si le PIB, ça se mesure par je produis, et puis ça, une partie du PIB, et puis je dépollue après, c'est la deuxième partie du PIB, ça, on est à un jeu à somme nulle, on a accumulé de l'argent, il y en a qui ont gagné de l'argent comme ça, mais nous, du point de vue du réchauffement, nous, du point de vue d'un modèle sociétal, on n'a pas gagné. Donc réfléchissons à comment est utilisée l'énergie. Et à ce moment-là, on verra. Moi, sur des points, on peut se rejoindre, sur une meilleure économie, mais je ne suis pas une politique de décroissance. Et là, moi, je viens, comme vous, de banlieue. Et aujourd'hui, je ne viens pas de banlieue, monsieur, je viens de la campagne. Oui, bah non, j'habite moi, je viens du Val d'Oise. De la Picardie, et j'habite dans un village qui a été menacé par un puits de pétrole et de pétrole de schiste. Le Val d'Oise, il y a le Vexin. Alors, je parle des transports, je parle d'activité économique, parce que moi, l'emploi, ça me concerne. Vraiment, parce que on n'a pas l'âge effectivement d'être en retraite, on a l'âge de produire pour élever ses enfants et de créer de la richesse pour préparer le futur. Donc là, on voit les méfaits et l'idéologie anti-voiture, parce qu'il s'agit de ça, notamment des élus parisiens, qui font qu'aujourd'hui, toutes les études prouvent que les mesures prises pour limiter l'espace public à la voiture engendre de la pollution. Donc là, et dans pollution, je parle de pollution uniquement, mais également au niveau de la vie des personnes, c'est 2 heures pour venir de faire 20 km, les transports
collectif ne fonctionne pas. C'est des territoires qui risquent d'être menacés, ne pas être dans le Grand Paris. Et je parle du Val d'Oise, de la ligne 17 pour pas la citer. Donc la pollution, elle est globale. Elle est par exemple sur les bateaux qui transportent, qui utilisent du fioul lourd, qui polluent avec du soufre. Elle est avec les avions également qui sont pas compris dans toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, effectivement, on ne sait pas faire voler des avions autre chose qu'au pétrole. Pas besoin d'avion pour manger des légumes. Et ben voilà. Et donc on en est là sur un autre modèle. Mais par contre, je pense que tous les donneurs de leçons, je pense qu'ils prennent l'avion. Je me souviens d'une ancienne ministre de l'écologie qui parlait, qui allait au Danemark à vélo et qui revenait évidemment en avion. Bon, il faut arrêter, il faut être dans la vraie vie. On arrive bientôt au terme terme de ce débat, Francis on parlait Duzeux. effectivement. C'était quand même pour Nicolas Hulot aussi un véritable test politique, cette première loi. Oui, bien sûr, parce qu'on est en plein dans la politique. Non, mais je voulais dire à madame vous savez, on est d'accord, on a des citoyens, on a des enfants, on a des petits-enfants, on est entièrement d'accord. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Mais ceci dit, vous ne pouvez pas revenir au tourisme vert demain, et je pense que vos enfants, vos petits-enfants, ils ont envie de voyager. Donc il faut travailler la transition. Une transition énergétique, on est passé du charbon au pétrole, un peu de gaz. Il faudra 50, voire 60 ans, il faudra beaucoup de temps, beaucoup de technologie, mais dire je vais arrêter la production en France, ça veut dire qu'on va importer nos besoins de l'étranger, on repousse, mais bien sûr que si. On pourra passer peut-être par le développement des énergies renouvelables. On peut très bien se passer du 1% qu'on produit. Mais non, si on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'on est vraiment nul. Raisonner comme ça. Le dernier pourcent consommé en France, à supposer qu'on en supprime 99%. Le dernier pourcent, il faut le produire en France. Eh ben, laissons celui qui est en ce moment dans le... Laissons-le dans le... Isabelle Lévy, merci à vous. Merci Sébastien Meurant. Merci Bernard Jomier d'être venu débattre sur ce plateau. Alors que se pose la question de l'acquisition par la marine française d'un deuxième porte-avions, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense